On va essayer de voir un petit peu ça. Alors, explorer les voies respiratoires au plan fonctionnel, c'est possible à tous les âges, hein. On peut commencer très tôt, mais ça nécessite des techniques très lourdes qui ne sont pas disponibles en Algérie. On peut le faire à un âge intermédiaire, notamment ceux dont on vient de parler, les moins de 5 ans. Ça existe, mais c'est un petit peu plus rare, ça n'existe pas partout. Mais on va s'intéresser surtout aux grands enfants, c'est-à-dire grand enfant, c'est plus de 5 ans. On peut utiliser un appareil simple, qui est le débitmètre de pointe, que tout le monde connaît. C'est un petit peu l'équivalent du thermomètre pour la température, hein, le débitmètre de pointe pour le souffle, et la spirométrie, qui est un peu utilisée, mais on va voir comment il faut l'utiliser surtout. Alors, on va se centrer notre débat à partir des données qu'on a recueillies dans le guide qui a été élaboré par la Société algérienne de pédiatrie. C'est le travail d'un groupe de pneumoallergologie de services différents, de différentes villes d'Algérie, qui a été finalisé en décembre 2010. On a fait le passage de toute la littérature internationale et on a adapté ça à nos conditions d'exercice. Donc c'est sur ça qu'on va articuler notre débat. Alors l'EFR, elle fait partie, c'est cité dans le guide, comme un des outils pour le diagnostic de la maladie asthmatique chez l'enfant. Quelle est sa place maintenant? On va voir au moment du diagnostic et après on verra dans le suivi quelle place il faut donner à l'exploration fonctionnelle respiratoire. Alors déjà, de quoi parle-t-on? On vient de voir que chez le moins de 5 ans, la définition déjà, elle est clinique, c'est des sifflements répétés. On vient de le voir très largement avec Madame Boukari. Chez le plus de 5 ans, c'est un peu plus précis, déjà dans la définition, puisqu'on dit qu'on est asthmatique, que l'asthme, le professeur Didic nous l'a bien démontré, c'est une maladie inflammatoire chronique qui concerne les voies respiratoires. Quelle est cette inflammation responsable d'une hyperréactivité bronchique qui sera l'élément déclencheur des symptômes du grand, qui sont de la toux, du sifflement, de la gêne respiratoire, et que ces symptômes, ils sont en fait la résultante d'une obstruction bronchique diffuse, mais irrégulière dans les voies aériennes, et qui est plus ou moins réversible. Donc déjà dans la définition chez le plus de 5 ans, on fait appel à un organe, à quelque chose de mécanique, c'est-à-dire qu'il y a une réduction des voies aériennes, donc il y a une obstruction, et le but de toute l'EFR dans l'asthme, c'est d'identifier cette obstruction, de voir quelle est son importance et quelle est sa réponse au bronchodilatateur. C'est en fait ça qu'on cherche quand on fait une EFR chez un enfant qui est asthmatique. Alors, quelle est la démarche diagnostique? C'est-à-dire, est-ce que dans la démarche diagnostique chez le nourrisson et le jeune enfant de moins de 5 ans, il y a une place pour l'EFR? On vient de le voir dans le détail, nous n'avons pas mis de place pour l'EFR. C'est-à-dire que explorer pour faire le diagnostic, ça n'est pas de routinier, donc il n'y a pas de place à l'exploration fonctionnelle pour le diagnostic de l'asthme de moins de 5 ans. Par contre, chez le plus de 5 ans, voilà quelle est la démarche diagnostique. Chez le plus de 5 ans, on est suspect d'avoir un asthme quand on a de la toux, du sifflement et ou de la gêne respiratoire. Et que, en termes de diagnostic dans l'asthme, c'est en termes de probabilité. C'est-à-dire, est-ce qu'on se dit que ces symptômes, ils ont une très forte probabilité d'être de l'asthme, et chez le plus de 5 ans, tout enfant qui siffle, il est très suspect d'avoir un asthme, ce qui n'est pas le cas chez le moins de 5 ans. Donc, si on est dans cette probabilité, que l'examen clinique, la radiothorax et l'anamnèse nous confortent, c'est-à-dire que vraiment, il siffle, mais que son examen clinique intercritique est normal, que sa radiographie du thorax est normale, eh ben, c'est a priori un asthme, surtout si on trouve qu'il y a une atopie personnelle ou familiale. Quand les épisodes y vont très très bien et qu'il a des symptômes volontiers de la nuit, deuxième moitié de la nuit ou à l'effort, eh ben, c'est un asthme, on va le traiter, on va adapter son traitement et on complète l'enquête allergologique. Donc forte probabilité, on ne va pas explorer, on va traiter et c'est un asthme. Maintenant, on est dans un autre cas de figure, on est toujours dans de la toux, du sifflement, de la gêne chez un enfant de plus de 5 ans, mais que les symptômes ne sont pas précis, ils sont atypiques, qu'ils peuvent évoquer d'autres diagnostics. Et bien, chez le plus de 5 ans, contrairement au moins de 5 ans, où si c'est atypique, on évoque d'autres diagnostics, chez le plus de 5 ans, même quand c'est atypique, on reste dans une probabilité de mettre en évidence le diagnostic d'asthme. Donc on reste chez le plus de 5 ans que s'il siffle, c'est encore un asthme. Et pour ce faire, on va explorer, non pas dans le sens d'autres diagnostics, mais dans le sens de confirmer l'existence d'un asthme. Donc on fera la radiographie du thorax si elle n'a pas déjà été faite.
On fera l'exploration allergologique et là, on va mettre toute la place pour le sujet qui nous concerne, de faire la spirométrie, le débitmètre de pointe, de voir la réponse au bronchodilatateur, donc de faire l'EFR qui va nous permettre un petit peu d'aider si on trouve une obstruction bronchique pour dire oui, je suis dans le cadre d'un asthme, donc je vais aller dans ce sens de l'exploration. Ça, c'était la démarche diagnostique et la place de l'EFR pour le diagnostic de l'enfant de plus de 5 ans. Maintenant, quelle est la place de l'EFR au cours de la prise en charge de l'asthme de l'enfant? Une fois qu'on a dit que c'est un asthme, où est-ce qu'on va mettre l'EFR chez l'enfant au cours du suivi? Bon, actuellement, on sait que le niveau de sévérité n'existe plus, on n'utilise plus intermittent, persistant, léger, modéré ou sévère, et que quand on traite, c'est le niveau de contrôle qui va nous permettre un petit peu de moduler le traitement. Alors, chez le moins de 5 ans, on vient de le voir, il y a 2 groupes de paramètres. Ils sont cliniques, c'est le retentissement, c'est les exacerbations. Donc, je vais vous montrer la plaque que vient de vous montrer Madame Boukhari. Donc, pour le moins de 5 ans, il n'y a pas de place non plus, au plan international, à l'évaluation de la fonction respiratoire pour moduler le traitement. Donc, EFR avant 5 ans, que ce soit à l'étape diagnostique ou à l'étape de la prise en charge, il n'y a pas d'évaluation de la fonction respiratoire telle qu'on le voit comme ça dans les consensus. Maintenant, pour le plus de 5 ans, il y a 3 types de paramètres. Il y a les mêmes paramètres que chez le moins de 5 ans, auxquels on associe les données de l'exploration fonctionnelle respiratoire. Et dans ces paramètres-là, lesquels allons-nous faire? Donc, on a les mêmes symptômes pour dire que l'asthme est contrôlé, partiellement contrôlé ou non contrôlé, auxquels on associe 3 paramètres, le VEMS, la CVF, le DEP et l'indice de Tifno, et en fonction du pourcentage de ces paramètres par rapport aux valeurs attendues, on va définir que la maladie est ou non contrôlée. Donc, l'EFR, chez le plus de 5 ans, a sa place dans le suivi de la maladie asthmatique, et en fonction du pourcentage, c'est un élément supplémentaire pour dire qu'il faut rester dans le même traitement, rétrograder ou au contraire augmenter le niveau thérapeutique. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une EFR quand on suit un enfant asthmatique? Eh bien, les symptômes d'asthme, ils sont faiblement corrélés au degré de l'obstruction bronchique. C'est sûr qu'ils sont liés à l'obstruction, mais ils ne sont pas totalement corrélés au degré de l'obstruction bronchique, tel qu'on peut le voir une fois qu'on a fait les mesures DEP et le VEMS. Deuxième point, sous traitement, l'amélioration subjective des symptômes que ressent l'enfant au niveau de son asthme, elle peut arriver sans amélioration du niveau d'obstruction bronchique. Ça a aussi été vu, c'est un peu l'effet placebo. C'est pour ça que dans les recommandations, toutes les recommandations internationales confirment la nécessité de faire une mesure objective de l'obstruction des voies aériennes quand on est dans le suivi d'une maladie asthmatique. Alors, cela étant placé, quand est-ce qu'on le fait au mode diagnostic au niveau du suivi? Maintenant, l'EFR, c'est quoi? Eh bien, c'est une méthode simple, non invasive, reproductible, qui permet l'analyse objective de la fonction respiratoire. Alors, quels en sont les outils? Qu'est-ce qu'on va utiliser pour mesurer la fonction? Eh bien, les outils, depuis les plus anciens, il y en a qui sont électronique, de maniement facile, qu'on peut mettre dans un cabinet de généraliste avec pas beaucoup d'informations, mais quand même des informations qui sont des mesures, ou des appareils plus sophistiqués qui sont plus l'affaire du spécialiste, pneumologue si c'est un adulte et spécialiste de l'enfant si on est à l'âge pédiatrique, qu'on peut utiliser en dehors des appareils qui sont des appareils de spirométrie, ce qu'on vient de voir, des appareils que l'on appelle les débitmètres de pointe, les picflométers des anglo-saxons, qui sont des appareils très disponibles chez nous, dont il existe plusieurs variétés et qui permettent aussi de mesurer les indicateurs qui sont recommandés dans les consensus. Alors, maintenant, comment on va mesurer la fonction respiratoire? D'abord par le débitmètre de pointe. Alors le débitmètre de pointe, c'est le Peak Expiratory Flow des anglo-saxons, ou débit expiratoire de pointe pour les Français. C'est un test qui est courant. L'appareil il est de taille réduite, il est peu coûteux, il est simple d'utilisation, mais c'est un appareil qui est mécanique et qui, bien sûr, n'a pas la même fiabilité dans les réponses qu'un appareil de spirométrie, évidemment. Mais il peut être utilisé à la fois pour le diagnostic
et pour le suivi de la maladie asthmatique. Donc si on n'a que ça, si on l'utilise bien, on a quand même des informations objectives chez l'enfant de plus de 5 ans. Alors c'est quoi une fois qu'on a soufflé dedans? Eh bien, sur cette boucle débit-volume, le DEP, ça mesure ce point-là, qui est le point maximal de l'expiration forcée. Mais ça mesure quand même si c'est un point, ça mesure un point de la fonction respiratoire. Comment on l'emploie? Eh bien, l'enfant est debout, on va lui donner l'appareil dans ses mains, on va mettre le curseur de l'échelle au 0, on ne va pas gêner le curseur, c'est-à-dire on demande à l'enfant de mettre ses mains latéralement, on va lui demander de faire une inspiration profonde hors appareil, puis de mettre l'appareil dans sa bouche, de serrer les lèvres autour de cet appareil, et on va lui dire de souffler vite et fort, sur la roue, donc vous le montrez à l'enfant, une expiration profonde. On va avoir un chiffre qui est enregistré, c'est un débit qui est exprimé en litres par minute, le débit avec lequel il a expiré l'air. On recommence 3 fois, on va noter le chiffre le plus élevé des 3 et c'est ça c'est-à-dire le DEP qu'on va enregistrer. Évidemment, il faut vérifier que l'enfant il a soufflé avec la même force et que les 3 chiffres sont un peu avoisinants, sinon on va en faire plus de 3. Mais il faut en faire 3 validés. Une fois qu'on a fait ça, eh ben, il y a des courbes sur lesquelles on peut mettre ou des références sur lesquelles on peut situer si déjà l'enfant il est par rapport aux valeurs attendues dans une fourchette normale ou non. Alors, une fois qu'on a fait cette mesure de la fonction respiratoire, quel que soit le résultat enregistré, il faut voir s'il y a ou non une modification. C'est-à-dire, nous, ce qu'on cherche dans une maladie asthmatique, c'est de voir s'il y a une obstruction, c'est-à-dire une réduction du calibre bronchique. La réduction, si c'est étroit, eh bien, le débit sera bas. Donc, quel que soit le chiffre, on va essayer de voir si, en utilisant le médicament qui dilate les bronches, un bronchodilatateur de courte action, si on a une dilatation, donc une bronchodilatation, qui se verrait par une élévation des chiffres, et c'est ce qu'on appelle le test de réversibilité. Donc une fois qu'on a fait les 3 mesures, on va donner un bronchodilatateur courte action en chambre d'inhalation. On va, après 15 minutes au minimum, refaire aussi 3 mesures et on va voir la variabilité, parce qu'il y a une variabilité qui est physiologique. Et on va voir si on est dans le cadre d'une variabilité qui est, c'est-à-dire qui va nous permettre de dire, en fonction de son pourcentage, on va en parler, qu'il y a une obstruction bronchique. Alors, ce débit expiratoire de pointe qu'on va faire au départ pour mesurer l'enfant, on peut l'utiliser au cours du suivi d'une autre façon. On va faire comme un petit peu une évaluation de l'état fonctionnel sur une durée de 10 ou 15 jours. Donc l'enfant va avoir le débitmètre à la maison, il va avoir cette courbe qui est comme un petit peu une courbe de température. On va lui demander de faire 2 mesures par jour, une le matin, une le soir, et au terme des 10 ou 15 jours qu'on s'est fixé pour le revoir, on va faire l'analyse de cette courbe, et à partir de cette courbe, on peut analyser 2 choses. D'abord, la variabilité entre le matin et le soir, et on va faire un petit peu un pourcentage, ou alors on va faire la variabilité sur toute la durée entre la valeur minimale enregistrée et la valeur maximale enregistrée, et ça va nous permettre de voir, parce que la variabilité physiologique, enfin normale, attendue, c'est moins de 20%. Si on est à plus de 20%, en ayant fait le rapport qui est la différence entre la mesure du soir et du matin sur la moitié de leur somme, multipliée par 100, on a un pourcentage. Et si on est en dessous de 20%, eh ben on est dans une variabilité normale. Et si on est au-delà de 20%, c'est pathologique. Alors, celle du matin, c'est la valeur matinale avant bronchodilatateur, et celle du soir, c'est après traitement bronchodilatateur. Alors, ça va nous servir aussi, la mesure du DEP, quand on l'a faite chez l'enfant de plus de 5 ans, de situer sa norme. C'est-à-dire, on sait où est-ce qu'il est, et on peut, puisqu'il y a des échelles comme des feux tricolores, donner ces zones respiratoires qu'on appelle les asthmazones, où on va pouvoir dire, eh bien, si on est au-delà de 80%, ça va, c'est bon, la fonction est normale, et si on est dans un traitement de fond, on dira au malade, c'est bon, vous pouvez continuer. Si on est entre 50 et 80%, là, il faut ajouter quelque chose, parce qu'il y a une chute du débit qui nécessite un traitement d'appoint. Par contre, si on est en dessous des 50% de la théorique, là, il faut plus rester à la maison, il faut aller vers une structure hospitalière, parce qu'on est à des chiffres qui peuvent être dangereux pour l'enfant. Alors, maintenant, une fois qu'on a vu le débitmètre de pointe, comment il peut être utilisé, comment mesurer la fonction respiratoire? Par spirométrie.
Alors la spirométrie, c'est une mesure des débits et des volumes durant une expiration forcée à partir d'une inspiration maximale. Donc voilà comment ça se présente. L'enfant commence à souffler en volume courant pour se préparer, on lui a appris. Il va faire une inspiration maximale, donc il va bloquer ses poumons. Après un petit temps d'arrêt où il va se concentrer pour commencer à expirer, il va expirer, donc en 1/10 de seconde, il va remonter, il va commencer à expirer, il atteint son débit de pointe, puis il va expirer, expirer, expirer jusqu'à vider ses poumons. Et ce qu'on a ici, on va rejoindre donc le volume résiduel, et ce qu'on a expiré entre le début de la capacité vitale et le début de l'expiration, comme on est en forcé, c'est la capacité vitale forcée que l'on a. Et on peut, dans cette boucle débit-volume, mesurer à la fois le volume expiré à 1 seconde, qui est le VEMS, on a la capacité vitale forcée, et on peut mesurer des débits à différents temps de la capacité vitale. On va voir comment on peut en faire l'utilisation. Alors la spirométrie, on le voit, c'est une manœuvre, quand on l'a expliqué, qui est dépendante de l'effort. C'est pour ça qu'on peut la faire qu'après l'âge de 5-6 ans où l'enfant est coopérant. Vous voyez chez ce jeune adolescent qu'on a eu dans le service, c'est quand même l'effort qui est consenti quand il doit expirer. Si on n'a pas cet effort, eh ben, on va vers un échec, donc ça ne sera pas interprétable. Donc, il va y avoir quelques contre-indications parce qu'on va faire souffler très fort. Donc, celui qui ne veut pas ou celui qui est stressé, eh ben, c'est pas bon, celui qui ne va pas participer, mais aussi celui qui vient de faire une crise sévère, celui qui a une douleur thoracique ou abdominale, une douleur orofaciale, qui vient de faire un pneumothorax ou qu'on vient de ponctionner, sont des enfants qu'il ne faut pas faire souffler tout de suite. Il faut attendre un petit peu. C'est une contre-indication, c'est une non-indication temporaire. On attend que les choses passent pour faire ce test-là. Alors, tout ça, ça a été analysé. Il y a des recommandations internationales, à la fois dans les considérations générales, dans la standardisation des volumes et des débits qui existent, pour lesquels les Européens et les Américains se sont réunis, et ils ont fait en 2005 un task force, et on a toutes ces recommandations qui sont écrites. Alors, quand on a fait souffler en spirométrie, il y a des critères à réunir pour dire que c'est bon. D'accord? Alors, ces critères de qualité, visuellement, déjà, on regarde la courbe. On voit qu'on a commencé là, qu'on l'a bouclé, qu'on a un aspect de courbe attendue. Le deuxième point qu'on va voir, c'est si la personne, vraiment, elle est allée jusqu'au bout. C'est-à-dire, comme dans cette courbe bleue, il a commencé à expirer, puis paf, il a arrêté. Donc, il n'est pas allé au fond. Donc, cette courbe bleue n'est pas valide. Il faudra la rejeter. Et comme il faut faire un effort maximal, il faut être sûr aussi qu'il est allé, comme dans cette courbe rose, vers le débit maximal, et que le débit de pointe, il a été atteint, et dans cette courbe bleue, le débit n'est pas éteint. Troisième point, il faut qu'il fasse donc une expiration maximale, avec un débit maximal. Il faut qu'il le fasse complètement, mais il faut qu'il le fasse de façon répétée, c'est-à-dire il faut que ce soit reproductible. Alors tout ça, ça fait qu'il faut avoir 3 mesures. Si on a atteint 8 et qu'on n'a pas obtenu, il faut arrêter, il faut reprendre une autre fois. Et si on a obtenu les 3 et qu'elles sont reproductibles, on va analyser les paramètres qu'on a obtenus. Alors voilà ce que ça nous donne. Ce sont ces courbes-là qu'on peut avoir dans un appareil de spirométrie, quel que soit le mode d'expression, mais c'est en général ça. Et dans ce type d'enregistrement, dans tous les cas, il faut faire aussi, comme dans le débit de pointe, la mesure de débit de pointe, il faut faire le test de réversibilité. Alors on utilise un bronchodilatateur à courte d'action en chambre d'inhalation, avec ou sans masque selon l'âge de l'enfant, mais là, comme il a plus de 5 ans, c'est sans masque. Le test de réversibilité, on a donné des bronchodilatateurs et on a refait, après une période de 15 minutes, le même test, et on refait exactement les mêmes mesures après bronchodilatateur, et on doit avoir le test avant et le test après, et on quantifie le degré d'amélioration des paramètres pour dire qu'il y a une obstruction bronchique qui a répondu au bronchodilatateur, donc qui est réversible sous bronchodilatateur. Alors, le test de réversibilité, il est à la fois utile pour le diagnostic, mais aussi pour le pronostic, parce que quand on voit qu'il y a peut-être dans certaines zones où ça ne répond pas bien, il est systématique, même si les chiffres initiaux, quand on a vu la courbe au départ, peuvent vous donner des chiffres qui sont écrits en noir ou en vert, donc à 100%, près de 100% des valeurs théoriques, on ne sait pas où se situe l'enfant. Ça évalue la réponse à un bronchodilatateur, mais le test de réversibilité ne préjuge pas de l'utilité d'un traitement bronchodilatateur. Ce n'est pas parce qu'on a mis en évidence une obstruction bronchique réversible au bronchodilatateur qu'on va utiliser un bronchodilatateur au long cours chez l'enfant. C'est simplement pour dire qu'il y a une obstruction bronchique et qu'elle est réversible. Alors la procédure, elle est la même, hein.
Donc on fait un test avant, on fait un test après, mais ces tests-là, on les enregistre dans un appareil et il y a un certain nombre de données qui sont nécessaires, notamment le sexe, parce que ces chiffres sont variables entre les filles et les garçons. Selon l'âge, ils évoluent au cours du temps. Selon la taille, comme ils évoluent au cours du temps, ils sont proportionnels à la taille de l'enfant, et selon le groupe ethnique, dans des populations où il y a des groupes ethniques différents. Alors nous, on s'est posé la question, puisqu'on a des appareils qui viennent de l'étranger, quels chiffres on a? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut utiliser les chiffres préenregistrés dans les appareils de spirométrie, notamment les enfants algériens, où est-ce qu'ils se situent? Alors nous avons fait une étude à partir d'une population de sujets sains, et on a cherché un petit peu à savoir où étaient les chiffres des enfants algériens. Là, je vous montre juste la CVF des filles, mais on avait les mêmes résultats pour tous les paramètres que nous avons analysés. On a différents groupes ethniques. Il y a les Tunisiens, il y a l'étude que nous avons faite à Alger, il y a les Anglais, il y a les Chinois et les Ivoiriens. On sait que les Noirs africains, ils ont des paramètres fonctionnels plus bas que les autres. Nous, ce qui nous intéressait, c'est de situer les enfants algériens par rapport au reste de la population, et notamment par rapport aux chiffres qu'on a dans les appareils de FR. Et ben, on a trouvé que notre courbe là, elle est en rose, elle est superposable à celle des enfants caucasiens, ce qui nous a permis de dire que les valeurs de référence des enfants algérois, parce qu'on a fait ça au niveau de la région d'Alger, ce qu'il faut l'étendre au reste de l'Algérie, on ne sait pas, mais en tout cas pour les enfants algérois, c'était des valeurs de référence d'enfants caucasiens, ce qui nous autorise à utiliser les valeurs prédictives qui sont dans les appareils que nous recevons, et donc à interpréter valablement la courbe des bivolumes. Une fois qu'on a vu comment il faut la faire, qu'on a fait le test de réversibilité, qu'on a introduit tout ça, comment on va interpréter les données que nous avons recueillies. Donc on repart toujours sur l'aspect visuel de la courbe. On va essayer de voir, et classiquement, quand on voit une courbe comme ça, alors cette courbe creusée, concave, de visu, on sait qu'il y a une obstruction bronchique, et pourquoi? Parce que le débit expiré, plus l'enfant va souffler, comme ses bronches sont réduites, plus le débit va diminuer au fur et à mesure qu'il va expirer. Donc c'est déjà le symptôme, enfin la démonstration qu'il y a une obstruction bronchique, mais il faut la quantifier. Cette obstruction bronchique, une fois qu'on la quantifie, on voit chez cet enfant qui a 9 ans, qui est asthmatique, il y a des courbes. 1 avant, 2 après bronchodilatateur par rapport à la courbe noire qui est la courbe attendue. On va mesurer différents paramètres dont on vient de parler par rapport aux courbes théoriques, et on va déterminer qu'il y a une obstruction bronchique au niveau des régions proximales. Si on a une atteinte des gros troncs bronchiques avec DEP, VEMS et indice de Tifno, VEMS sur CVF, et c'est distal quand on a qui est le témoin, une obstruction distale qui est le témoin d'une atteinte des bronches périphériques quand on analyse le débit entre 25 et 75% de la capacité vitale. Alors, on va dire, si on a une atteinte des gros troncs, on dira que le trouble ventilatoire obstructif est central, et c'est essentiellement une modification du VEMS et de l'indice de Tifno que l'on va analyser. Et si on a une atteinte plutôt du DEMM, ça sera une obstruction des petites bronches. Ça, c'est pour, une fois qu'on a dit qu'il y a une obstruction bronchique, qu'elle est réversible, on va situer son siège. Est-ce qu'elle est au niveau central, au niveau périphérique ou au niveau des deux? Alors, l'interprétation, on dit qu'il y a une obstruction. Quand on a un VEMS sur CV qui est inférieur à 70%, et on peut aller plus loin en disant le degré de l'obstruction en fonction du pourcentage du VEMS à ce moment-là. Quand il y a une obstruction, en général, les enfants asthmatiques qui sont obstrués, ils sont souvent distendus. Donc, dans certaines formes d'asthme, là, je fais un tout petit écart dont on ne va pas parler, mais dans certaines situations, dans les asthmes sévères, il faut quand même voir s'il y a une distension, parce qu'il y a un indicateur pronostique. Il faut faire la mesure des volumes, parce que la distension, elle accompagne généralement les syndromes obstructifs qui sont sévères. Alors, finalement, le FR dans l'asthme, alors, critères diagnostiques, c'est le DEP, le VEMS, la CVF. Pour la réversibilité, c'est le VEMS et la CVF, et non pas le DEMM, parce que, avant et après bronchodilatateur, ce n'est un critère ni de diagnostic, ni de réversibilité. C'est dans certains asthmes qu'on peut en tenir compte pour simplement le pronostic.
Alors, le test de réversibilité, quand on fait une EFR dans le cadre du suivi d'un asthme, ce qu'il faut faire tout le temps, c'est-à-dire est-ce qu'à chaque fois qu'on fait une EFR, on va donner des bronchodilatateurs? Eh bien, le test de réversibilité dans le suivi avec ou sans traitement, eh bien, il est proposé de réaliser le test avec un bronchodilatateur courte action, salbutamol par exemple, dans le suivi d'un asthme, et en tout cas, ne pas interrompre le traitement avant la pratique d'une EFR avec et sans bronchodilatateur. Alors, est-ce qu'il faut faire une EFR une fois qu'on a fait une exacerbation? Il faut faire attention, parce que là, on peut déclencher des spasmes par cet effort violent que représente la spirométrie. Il faut attendre en général 3 à 4 semaines avant de réévaluer et ne pas se dire « oui, je suis pressé, je vais voir comment il va ». Il faut le traiter et 3 à 4 semaines après, il faut voir quelle est sa fonction respiratoire. D'autant que le but, une fois qu'on a diagnostiqué l'asthme, dans le suivi, ce qu'on veut voir, c'est si le traitement répond. Donc si on est à moins de 4 semaines après l'exacerbation, on sait qu'il y a une obstruction qui est résiduelle, mais peut-être qu'elle est temporaire. Donc ce n'est pas la peine de mesurer à ce niveau-là. Alors, dans le suivi d'un asthme, quelle est la place de l'EFR? Là, c'est un peu mitigé, c'est pas très consensuel, donc on va résumer les choses et les simplifier. Si l'asthme est contrôlé, et que l'enfant ne consomme pas beaucoup de corticoïdes, c'est-à-dire des doses moyennes ou faibles, eh bien, il faut faire une EFR tous les 6 mois à 1 an. Par contre, si on est dans une forte consommation de corticoïdes, il faut quand même évaluer une fois par trimestre, quand même c'est des asthmes sévères ceux-là, il faut évaluer une fois par trimestre leur fonction respiratoire. Et si l'asthme n'est pas contrôlé, il faudra le faire tous les 3 mois jusqu'à obtention d'un contrôle optimal ou acceptable. Si l'asthme est sévère, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a une exacerbation, des exacerbations fréquentes ou que l'asthme est sévère, il faut faire la mesure de la distension pour apprécier, en plus de l'obstruction, s'il y a quand même un retentissement sur le VR et la CRF et la CPT. On peut exprimer les choses différemment et plus facilement. On peut se dire, eh ben, dans quelle situation je suis, et ça c'est le GRAP, hein, c'est le groupe français d'allergologie et de pneumologie pédiatrique qui en 2009 s'est réuni et il s'est un peu positionné, que j'ai trouvé assez simple à retenir. Eh ben, si on suit l'enfant de façon minimale, c'est-à-dire on n'arrive pas à le suivre de façon optimale comme on voudrait. Eh bien, l'EFR, déjà les contrôles d'un suivi minimal, on les contrôle selon le niveau de traitement qu'on a donné. Hein. Il y en a qu'on voit tous les 3 mois, il y en a qu'on voit tous les 6 mois, et s'ils ne sont pas sous traitement, on les verra tous les ans. Eh bien, on va dire que l'EFR, eh ben, c'est 1 fois sur 2. On peut résumer les choses comme ça. On les voit 1 fois, c'est clinique, la fois suivante, c'est clinique et EFR. Donc, à chaque fois qu'on les voit, on fera 1 fois sur 2 l'EFR. Par contre, si on est dans un suivi optimal, c'est-à-dire que vraiment on a les conditions, bah à ce moment-là, chaque fois qu'on les voit, on fait l'EFR parce qu'on est déjà dans des conditions optimales. Je pense que pour ce qui nous concerne, on peut se dire que si on est surtout dans de fortes doses de corticoïdes et qu'on est dans des asthmes qui ne répondent pas bien, il faudrait au moins 2 fois par an leur faire une EFR, c'est-à-dire 1 fois sur 2, en sachant qu'on va les voir 1 fois tous les 3 mois, ces enfants-là. Alors en conclusion, l'asthme c'est quand même la première maladie chronique de l'enfant, donc ça représente, je ne sais plus combien de millions d'enfants, combien on a évalué, Rachina ? 1 million d'enfants asthmatiques, que le suivi clinique seul est insuffisant, on le sait, même si la majorité vont bien, mais 1 fois par an une EFR, il faut la faire, même si c'est un DEP, peu importe, mais il faut faire une mesure fonctionnelle respiratoire. La mesure des débits bronchiques par spirométrie complète la mesure du DEP par un débitmètre de pointe, donc si on peut, au moins 1 fois dans le suivi d'un asthmatique, il faut faire une spirométrie, mais il faut la faire dans des conditions de rigueur pour savoir interpréter les chiffres qu'on a obtenus, et que donc l'équipement pour mesurer l'obstruction bronchique, eh ben, il est incontournable dans le suivi d'une maladie asthmatique. Je vous remercie. On appelle le professeur Benhella pour nous présenter